Ma femme m'a quitté pour un autre, puis ils sont partis tous ensemble à l'étranger. 6 membres de sa famille les ont suivis pour célébrer leur mariage. 3 mois plus tard, ils sont revenus, tremblant devant ma porte. Elle m'a juste demandé, notre maison, elle est où? Soyez honnête, qu'est-ce qu'on fait quand on se réveille et qu'on réalise qu'on est seul, que plus personne ne répond, que tout le monde s'est volatilisé sans prévenir? Je m'appelle François, j'ai 43 ans, je vis à Lyon depuis toujours. Je suis ingénieur dans une petite boîte du centre, rien de prestigieux mais ça paie les factures. Je suis marié depuis 13 ans avec Aline. On n'a jamais eu d'enfant, pas par choix, mais la vie a fait que. On habite dans la maison de mes parents, héritée après leur décès. C'est une maison simple, pas très grande, mais avec un jardin que j'entretiens le week-end. Je n'ai jamais cherché plus que ça. Mon travail me prend du temps, mais j'ai toujours fait en sorte d'être présent à la maison. On ne sortait pas beaucoup, pas vraiment de vacances à l'étranger, quelques restos de temps en temps. La routine, ce que tout le monde appelle la vie normale. Aline travaille dans la communication. Elle a toujours eu des horaires plus souples, pas mal de télétravail, souvent au téléphone avec sa sœur ou sa mère. Je la laissais faire, je n'ai jamais été du genre à fouiller. Les premières années, tout semblait simple. On riait, on recevait des amis, on regardait des séries le soir. Avec le temps, les silences ont remplacé les conversations. Je pensais que c'était normal, que tout le monde traversait ça après 10 ans de vie commune. Parfois je la surprenais à sourire devant son portable puis à effacer des messages dès que j'entrais dans la pièce. Je n'ai rien dit. Je me disais que c'était des échanges entre filles, peut-être des soucis de famille. Elle partait plus souvent chez sa sœur le week-end. Parfois 3 jours d'affilée, sous prétexte de se retrouver entre filles. Je la voyais revenir fatiguée, l'air ailleurs, mais elle me répondait que c'était le boulot qui la stressait. J'ai commencé à remarquer qu'elle emportait toujours une valise bien plus grande que pour une simple nuit. Parfois, je retrouvais des tickets de péage dans sa veste, alors qu'elle disait être restée en ville. Les repas de famille sont devenus tendus, elle semblait vouloir éviter certains sujets, répondant à côté quand sa mère me posait des questions sur notre couple. Les sourires étaient forcés, les gestes saccadés. À l'époque, je me suis dit que peut-être elle s'ennuyait, que je devrais faire un effort. Avec du recul, tout était déjà là. Je suis rentré vers 6h20 ce matin-là. J'avais passé la nuit au bureau, un serveur en panne, personne d'autre dispo. En ouvrant la porte, première chose, le silence. Même pas la radio dans la cuisine, pas de café en train de couler, aucune odeur. J'ai posé mon sac dans l'entrée. Les volets étaient encore tirés, la lumière du couloir froide. Sur la table, une enveloppe blanche, posée bien droite. Pour Thomas écrit au stylo, l'écriture d'Aline, pas de point d'exclamation, rien. J'ai hésité à l'ouvrir tout de suite. Je suis monté à l'étage d'abord, pour la chercher, ou peut-être juste repousser le moment. Notre chambre, porte entr'ouverte. J'ai allumé. Il n'y avait plus rien de ses affaires. Sa table de nuit vide, plus de chargeurs, plus de livres. J'ai ouvert la penderie, à gauche, mes chemises, mes costumes. À droite, l'espace vide, cintres alignés, pas un seul vêtement à elle. Dessous, plus une seule paire de ses chaussures, juste mes vieilles baskets. Dans la salle de bain, pareil. Sa brosse à dents, disparue. Les tiroirs ouverts, vides. Même le petit flacon de parfum, celui que je lui avais offert pour ses 30 ans, envolé. J'ai refermé les portes comme si ça allait ramener quelque chose à sa place. Je suis redescendu, l'enveloppe toujours sur la table. J'ai regardé l'horloge du micro-ondes, 6h34. J'ai pris mon téléphone, sans réfléchir, et j'ai appelé sa sœur d'abord. Messagerie directe. J'ai laissé sonner, puis raccroché. J'ai essayé sa mère, la même chose. Son cousin, numéro non disponible. 3 tentatives, pas un mot, pas un message. J'ai envoyé un SMS à sa sœur, vous êtes où? Aline va bien? Pas de réponse. Je me suis assis devant la lettre. J'avais l'impression que tout l'appartement était devenu un décor, comme si je n'étais pas censé être là. J'ai ouvert finalement. 3 lignes, pas plus. Je pars. Je t'expliquerai en temps voulu. Ne cherche pas à me joindre. Pas signé, mais inutile. Je me suis relevé. Je suis allé vérifier la porte d'entrée, la boîte aux lettres, même le garage.
Sa voiture n'était plus là. Je suis resté dehors 1 minute, juste le temps de sentir l'air, comme si j'allais la voir revenir, ou entendre une porte claquer. Rien. En remontant, j'ai recompté les cintres, vérifié le tiroir à bijoux. Tout ce qui était à elle avait disparu, mais il n'y avait pas de désordre. Pas de valise oubliée, pas une chaussette, rien. Même la photo de nous deux sur la commode, enlevée. À la place, un rectangle plus clair sur le bois. J'ai tenté d'appeler son père, mon beau-père. Il a décroché au bout de 3 sonneries. Je n'ai même pas eu le temps de dire bonjour. C'est Thomas. Tu sais où est Aline? Un silence. Puis sa voix, fatiguée, basse. Je peux rien dire, Thomas. C'est grave? Il a juste soupiré, j'ai entendu sa respiration au téléphone. Je peux rien dire. Tu comprendras. Il a raccroché. Pas de bruit, pas d'explication. J'ai posé le téléphone sur la table. Je suis resté là, debout, à regarder la lettre, comme si elle allait changer de contenu. Dans le frigo, tout était à sa place. Le lait, le beurre, même son yaourt préféré. Mais elle, plus rien. Aucune trace de départ précipité, aucune note, aucun mot de plus. Seulement ce silence, et tous les portables qui sonnent dans le vide. Le lendemain matin, je me lève tôt. Je fais du café, j'écoute le bruit de la rue. L'appartement est silencieux, presque vide. Je tourne un peu en rond. Les affaires d'Aline ne sont plus là, sauf quelques vêtements oubliés, sans valeur. Je range la cuisine, je vérifie 2 fois la boîte aux lettres. Rien, pas de mots, pas d'explication. Je descends pour sortir les poubelles. En bas, je tombe sur Madame Roussel, notre voisine du 2e. Elle m'adresse un sourire poli, un peu gêné. Elle hésite, me regarde de côté. Tout va bien, Simon? Avec le grand voyage, tout ça? Je la fixe un instant, surpris. Je feins de comprendre. Oui, pourquoi? Quel voyage? Elle hausse les épaules, comme si c'était évident. Eh bien, le taxi, hier matin. J'ai vu tout le monde partir avec les valises. Tôt, vers 6 heures. Un grand monospace, plaques espagnoles je crois. Aline avait l'air heureuse. Il y avait ce jeune homme avec elle. Je ne dis rien. Je sens mes mains devenir froides. Je respire lentement. Un jeune homme? Vous êtes sûr? Elle hoche la tête. Oui, brun, la trentaine, pas d'accent. Il portait une veste bleue. J'ai cru que c'était un cousin, ou un ami à vous. Je souris, pour couper court. Je la remercie. Elle s'excuse presque, comme si elle avait dit quelque chose de déplacé. Je remonte, je pose les sacs, je ferme la porte à clé. Je m'assois 1 minute sur le canapé, téléphone en main. Je relis le dernier message d'Aline. Rien de personnel, juste une phrase banale, je dors chez Anna ce soir, ne m'attends pas. Je cherche un indice, un mot de trop. Je ne trouve rien. J'appelle Antoine, un ami d'enfance qui est devenu avocat. Il décroche vite, il sent que ce n'est pas anodin. Tu me déranges pas, vas-y, parle. Je lui explique, sans fioriture. Le silence d'Aline, les affaires disparues, la voisine, le taxi, ce type inconnu. Il écoute, puis il demande, très calmement. Tu es certain qu'il n'y a pas un projet derrière tout ça? Genre un achat, une fuite, quelque chose de préparé? Je dis que non, à ma connaissance. Rien de prévu, pas de voyage, pas de projet d'investissement à l'étranger. Il me conseille de vérifier les comptes, de faire attention aux papiers. Regarde tout ce qui manque vraiment. Les passeports? Les documents importants? Carte bancaire? Je raccroche, je fais le tour de l'appartement. Le tiroir des papiers est rangé, presque trop. Les passeports d'Aline et de notre fils ne sont plus là. Ses carnets, ses contrats de travail, tout a disparu. Je fouille le placard, plus de valises. Je vérifie le compte commun sur mon téléphone. Aucun mouvement suspect, rien qui sorte de l'ordinaire. Je passe la matinée à inspecter chaque pièce. Aucune lettre, aucune facture oubliée. Sur l'ordinateur d'Aline, tout est vidé. Pas d'historique, aucun document récent. Elle a tout effacé, soigneusement. Je trouve un ticket de caisse du pressing, c'est tout.
La chambre sent encore son parfum, mais il ne reste que les draps froissés. Je m'arrête devant la fenêtre. En bas, la rue s'anime. Je me rappelle la scène décrite par la voisine, Aline souriante, valise à la main, ce type inconnu à ses côtés. Je repense à la dernière semaine, à tous ces petits silences, ces regards fuyants. Rien d'évident, mais aujourd'hui, tout me paraît calculé. Je cherche à comprendre, mais chaque détail me ramène au même vide. Je m'assois, je regarde la porte fermée. Je commence à faire une liste, sur une feuille, ce qui manque, ce qui reste. Tout semble sous contrôle, tout a été anticipé. J'attrape mon portable, je relis nos conversations. Je ne trouve rien, aucun mot qui trahit une préparation. Pourtant, la réalité est là, tout s'est joué sans moi. Je rentrais du boulot, un jeudi soir, quand j'ai vu la notification sur mon téléphone. Mail de la banque. Objet, virement international effectué 18 000 €. J'ai d'abord cru à une arnaque. Je n'avais rien demandé, aucun achat, aucun projet à l'étranger. Je me suis arrêté dans le couloir, manteau encore sur le dos, et j'ai ouvert l'application bancaire. Le solde du compte joint affichait 0. Pas 100 €, pas un reste, rien. Tout était parti 2 jours plus tôt. Je n'ai pas compris. J'ai vérifié les opérations, virement sortant à 18 000 €. Le destinataire, un IBAN que je ne connaissais pas, à l'étranger. J'ai rafraîchi l'application. Même résultat. D'un coup, j'ai eu une sensation bizarre, pas de colère, pas tout de suite, juste un vide. J'ai appelé la banque. La conseillère m'a demandé. Vous confirmez le virement du 4 avril? Non. Je n'ai rien demandé. Pourtant, la demande a été faite en agence, avec une procuration. Je n'ai pas insisté. Je savais déjà. J'ai raccroché. Je suis allé dans le bureau, là où elle travaillait avant de partir. Son ordinateur était encore là, pas verrouillé. Je me suis assis, j'ai cherché dans les dossiers récents. Rien d'anormal, des factures, des relevés, des mets. Puis un dossier appelé « Document notaire ». Je n'y avais jamais touché. Dedans, un PDF scanné. Procuration bancaire. Mon nom, son nom, la signature. La mienne aussi. Je me suis arrêté. Je n'ai jamais signé ça. Je regarde la date, 3 mars. Un samedi. Elle m'avait dit qu'elle passait le week-end chez sa mère à Dijon, pour l'anniversaire de sa sœur. J'étais resté à Paris, j'avais bossé sur un dossier, j'avais commandé à manger. Je regarde le document en détail. La signature ne ressemble pas tout à fait à la mienne. C'est approximatif, mais ça passe. Pas de tampon, mais un cachet du notaire en bas. J'ouvre son agenda électronique. Le 3 mars, elle avait bien noté « Dijon en famille ». Rien d'autre. Je regarde nos discussions WhatsApp de ce week-end-là. Samedi, 11 h, je suis bien arrivé, bisous. 14 h, on mange, à plus tard. 19 h, je dors chez maman ce soir, je t'appelle demain matin. Le lendemain, un message audio rapide, pas d'appel vidéo. Je retourne sur le PDF. La photo du document est prise sur une table en bois, je reconnais la nappe de la cuisine. Je vais dans la cuisine. La nappe est là, un peu tachée, même motif. Je reviens à l'ordinateur, je zoome. Sur la table, à côté du papier, il y a son mug préféré. Elle a donc signé ici, pas chez sa mère. Elle a scanné le document le lundi, si j'en crois la date du fichier. J'ouvre l'historique de navigation. Le lundi, elle a cherché, notaire Paris procuration bancaire, puis, modèle lettre virement international. Tout est là, en clair. Je me lève. Je vais dans la chambre. Dans son tiroir, je trouve un double de la clé USB rouge, celle où elle met tous ses papiers importants. Je la branche. Dossier, perso, des scans de nos passeports, des bulletins de salaire, une copie de notre livret de famille, et le même PDF. Rien de plus. Je retourne dans le salon, je m'assois. J'ouvre la messagerie de la banque sur mon portable. Je relis le message automatique. Si vous n'êtes pas à l'origine de ce virement, contactez-nous immédiatement. Je sais déjà que c'est trop tard. Je prends une feuille, je note tous les éléments, la date du virement, le montant, l'IBAN, la date de la procuration, la fausse signature, la date où elle a scanné le document, les recherches sur Internet.
Je ne ressens rien de particulier. Je pose le stylo. Je sais maintenant qu'elle a tout préparé, en avance, et qu'elle m'a menti sur le week-end à Dijon. Tout s'emboîte. Rien n'a été laissé au hasard. Je n'ai rien dit ce soir-là. J'ai fermé la porte derrière moi, j'ai traversé le salon en silence, j'ai regardé la table où elle laissait toujours traîner son sac. Rien. Plus de clés, plus de carnets, pas de portable oublié. J'ai posé mes affaires, j'ai allumé la lumière. J'ai ressenti le vide, mais je n'ai rien laissé paraître. J'ai pris une feuille, un stylo, je me suis assis sur la chaise la plus stable de la cuisine. J'ai écrit la date, l'heure. J'ai noté, absence constatée à 18h47. Effet personnel disparu. Ensuite, j'ai commencé la liste. Bijoux de famille, sa boîte à elle, vide. Ma montre de baptême, disparue. La bague de ma mère, plus là. J'ai ouvert la commode du couloir, un tiroir après l'autre. Les papiers d'identité, son passeport, sa carte, mes 2 carnets d'épargne, le livret de famille, tout avait disparu. Il restait juste mon permis, posé là comme un reste, une miette. Même le vieux carnet de santé du chien, disparu. Je me suis levé, j'ai ouvert l'ordinateur. J'ai lancé la connexion, j'ai attendu. J'ai tapé le mot de passe du compte joint. J'ai téléchargé les 3 derniers mois de relevés bancaires. Plusieurs virements inhabituels, des retraits en liquide. J'ai ouvert le dossier et documents, j'ai imprimé le mail de la banque reçu la veille, confirmation de clôture de compte, demande effectuée par Madame L. Je n'avais rien vu venir. J'ai pris chaque papier, j'ai fait une pile. J'ai noté l'heure, j'ai daté chaque mouvement d'argent. Le matin même, elle avait vidé l'épargne, 3 000 € partis en une seule opération. 2 semaines plus tôt, 1 200 € retirés en espèces, motif, vacances. J'ai recopié chaque ligne. J'ai ouvert le tiroir à factures. J'ai cherché l'assurance habitation. La dernière quittance remontait à 2 mois. Je me suis connecté sur le site, j'ai cherché les messages récents. Résiliation enregistrée la veille, à 9h13. Même pas une explication, juste un mail automatique, votre contrat prend fin demain. J'ai imprimé ça aussi. Je n'ai pas paniqué. J'ai continué. J'ai attrapé mon téléphone, j'ai appelé le notaire. Il a décroché à la 3e sonnerie, voix fatiguée, reconnaissable tout de suite. Maître, c'est le moine. Vous pouvez m'envoyer une copie du dossier de la maison. Tout de suite? Il est tard. C'est important. D'accord. Je vous envoie ça par mail dans l'heure. J'ai raccroché, j'ai regardé autour de moi. Tout avait l'air normal, mais tout était différent. Même les chaussures de la petite, la paire rose, avaient disparu du meuble de l'entrée. J'ai ouvert la boîte à lettres en bas, par réflexe. Rien, juste un prospectus, plus de courrier à notre nom. Elle avait fait le ménage. Je suis remonté, j'ai ouvert la boîte mail familiale. Plus de messages reçus depuis 3 jours. J'ai vérifié l'historique de connexion, nouvelle adresse IP, hier soir, 22h14. Je n'ai pas insisté. J'ai pris un carnet, j'ai noté chaque détail. Je voulais tout garder, tout documenter. Pas de place pour l'erreur. Le notaire a envoyé le mail à 20h57. J'ai ouvert le dossier en pièces jointes. Je l'ai parcouru ligne par ligne. Hypothèque, état civil, assurance liée. J'ai vu que la clause de solidarité avait été dénoncée 15 jours avant. Elle avait tout planifié. Même la voiture était à son nom depuis une semaine. J'ai trouvé le certificat de cession, signé de ma main, mais je ne me souvenais pas de l'avoir signé. J'ai regardé la signature, c'était la mienne. Le notaire n'a rien remarqué. Je n'ai rien dit. J'ai empilé tous les papiers sur la table. J'ai éteint la lumière du salon. Je me suis assis dans le noir, carnet sur les genoux. J'ai relu la liste, bijoux, papier, argent, voiture, assurance. Tout avait été préparé. Rien n'était laissé au hasard. J'ai fermé le carnet, j'ai attendu. Rien ne bougeait. J'ai su que ce n'était que le début. Je suis rentré plus tôt ce soir-là. Aline était sortie avec sa sœur. L'ordinateur portable était ouvert sur la table de la cuisine, la session restait connectée. J'ai hésité, puis j'ai cliqué sur l'icône de sa boîte mail. Rien d'exotique au début, publicité,
facture, quelques messages de collègues. Mais dans la colonne de gauche, une notification Facebook Messenger. Je n'avais jamais vu cette fenêtre intégrée à sa messagerie, comme si elle avait oublié de fermer l'onglet. Je clique. La conversation tout en haut date du matin même, avec sa mère. Pas de bonjour, juste, dès que c'est fait, on revient, tout sera réglé, il ne pourra rien faire. Je lis la phrase 3 ou 4 fois. Elle a répondu, oui maman, c'est sûr. Il ne verra rien venir. Pas de smilet, pas de détour. Je scrolle vers le haut, les autres messages sont classiques, des histoires de courses, de rendez-vous médicaux pour les enfants, rien de suspect. Mais ce dernier échange me reste en travers de la gorge. Je cherche dans les messages récents, clique sur une discussion intitulée Un notaire Belgique. Le premier mail vient d'une adresse inconnue. L'objet, acte de mariage, instruction à suivre. Le corps du mail est bref, froid, chère madame, le dossier est complet. Le mariage civil est prévu lundi à 14 h en mairie. Merci d'apporter les pièces originales. Il y a une pièce jointe. Je l'ouvre, c'est une confirmation de rendez-vous, avec les noms d'Aline et d'un homme que je connais déjà, Christophe L. Je referme le document, puis je regarde dans la corbeille au cas où elle aurait supprimé des échanges. Rien d'inhabituel. Je retourne dans la boîte de réception, tape Christophe dans la barre de recherche. Plusieurs mais, la plupart courts, mais l'un d'eux attire mon attention, en pièce jointe, un scan de notre acte de propriété. Je télécharge le fichier, le lis. C'est bien notre maison, nos 2 noms, l'adresse complète. Dans le texte du mail, elle écrit, comme promis, voilà le document. Tout sera en règle pour le notaire. Il répond 1 heure plus tard, parfait. Dès que c'est signé, on passe à l'étape suivante. Je commence à prendre des captures d'écran, une par une. Je fais attention à laisser chaque message bien lisible, le nom, la date, tout. Je transfère les mails à ma propre adresse, puis je copie aussi le scan de l'acte de propriété sur une clé USB que je trouve dans le tiroir du salon. Je repasse plusieurs fois sur la conversation avec sa mère. Le ton est sec. Sa mère ne pose aucune question, elle valide. Je comprends qu'elles sont toutes les deux dans la confidence, que je suis le seul à ignorer ce qui va se passer. Je m'arrête un instant, le coude sur la table. Je relis la phrase du notaire belge, le mariage est prévu lundi, tout est prêt. Je regarde la date, c'est dans 4 jours. Pas à Paris, pas en France, mais à l'étranger, là où personne ne vérifiera rien. Je tape mariage Belgique validité France sur mon téléphone. Les résultats sont clairs, un mariage civil à l'étranger est valable, il suffit de le déclarer en mairie. Je pose le téléphone sur la table, je ferme les yeux. Je reprends l'ordinateur, regarde si elle a effacé l'historique. Rien. Tout est là. Je clique sur le dossier et document. Je trouve un PDF intitulé liste-bas papier-bas mariage. Je l'ouvre, c'est une liste de pièces justificatives, passeport, acte de naissance, justificatif de domicile. Les 2 derniers champs sont cochés. En bas, elle a noté à la main, appelez notaire pour confirmation horaire. Je referme tout, je prends une dernière capture d'écran du bureau, puis j'éteins l'ordinateur. Je range la clé USB dans ma veste. J'écoute la maison. Rien ne bouge. Je me fais un café, je m'assieds dans le silence. Je sais maintenant qu'Aline prépare son départ. Pas pour partir seule, mais pour refaire sa vie ailleurs, avec l'autre, avec notre maison comme monnaie d'échange. Je regarde l'horloge. J'ai tout le week-end devant moi. J'ai pris rendez-vous avec mon avocat le lendemain matin, sans prévenir personne. J'ai attendu dans la petite salle d'attente, dossier sous le bras, les pages bien rangées. Quand il m'a reçu, il m'a juste invité à m'asseoir, sans sourire ni poignée de main. J'ai posé la chemise sur son bureau, ouvert à la première page. Qu'est-ce que vous me montrez là? J'ai expliqué. Les virements, la procuration, l'assurance vie résiliée sans mon accord. Je lui ai montré les relevés, les signatures qui ne correspondaient pas, la lettre de résiliation que je n'ai jamais vue. Il a feuilleté, rapide, précis. À chaque document, il notait quelque chose sur son carnet. La procuration, c'est elle qui l'a demandé? Oui. J'ai trouvé le formulaire, signé à mon nom. Ce n'est pas mon écriture. Et la banque a accepté ça? Ils m'ont confirmé que, selon eux, tout était en règle. Mais je n'ai jamais donné d'accord. Il a continué.
Il a pris le temps de lire chaque ligne. Au bout de 10 minutes, il a refermé la chemise. Il y a matière à plainte. Abus de confiance, usage de faux. Vous avez d'autres preuves? J'ai sorti mon téléphone. J'avais pris des captures d'écran de chaque virement, chaque mail de la banque, chaque notification de mouvement suspect. Je lui ai montré. Il a pris note de chaque date. Voilà, tout est classé. Rien ne manque. Il m'a expliqué la procédure. Porteur plainte, signaler à la banque, bloquer tous les accès. Il m'a dit de tout notifier par écrit, de garder une trace de chaque échange. Il ne faut rien laisser passer. Même un petit détail. Je l'ai remercié. J'ai rangé les documents, silencieux. Il m'a conseillé de faire vite. En sortant, je suis allé directement à la banque. J'ai demandé à voir le directeur d'agence. C'était la première fois que je mettais les pieds dans ce bureau depuis des mois. L'agent d'accueil m'a fait patienter. J'ai attendu, assis au bord du fauteuil, dossier toujours sur les genoux. Quand le directeur m'a reçu, il a voulu m'offrir un café. J'ai refusé. Je veux juste que vous bloquiez tous les accès à mes comptes. Plus personne ne doit rien pouvoir faire sans ma présence. Il a hoché la tête, a tapé sur son clavier. Vous savez pourquoi? J'ai déposé un signalement pour abus de confiance. Je vous envoie le dossier dans l'après-midi. Il n'a rien dit de plus. Il a imprimé un reçu, m'a demandé de signer. Tout a été bloqué en 10 minutes. Je suis rentré chez moi. J'ai trié les mails, imprimé chaque échange avec la banque, chaque relevé, chaque capture d'écran. J'ai mis chaque pièce dans une pochette plastifiée, numérotée. J'ai fait une liste avec les dates, les montants, les noms. J'ai transféré tous les documents sur une clé USB. J'ai aussi appelé la mairie. J'ai demandé, sans donner trop de détails. Est-ce qu'un dossier de divorce a été déposé à mon nom, ou à celui de mon épouse? La voix à l'accueil a cherché, tapoté sur le clavier. Non monsieur, aucun dossier en cours pour ces noms-là. Merci. J'ai raccroché. J'ai ajouté cette information au dossier. J'ai noté l'heure, le nom de la personne à l'accueil. Le soir, j'ai tout relu une dernière fois. J'ai vérifié que rien ne manquait. Chaque pièce était classée, chaque document daté, chaque preuve au bon endroit. J'ai préparé une lettre de signalement à la banque, une plainte à la gendarmerie. Tout était prêt. Rien n'était laissé au hasard. J'ai posé la chemise sur la table du salon, bien visible. J'ai éteint mon téléphone. Je n'ai rien dit à personne. Pas de message, pas de bruit. J'ai juste attendu. Le téléphone a sonné à 10h13, alors que j'étais en train de répondre à des mails dans la cuisine. Je n'attendais rien de particulier. J'ai vu que c'était le cabinet du notaire, Maître Lemoine. D'habitude, il ne m'appelle jamais, sauf pour des signatures officielles. J'ai décroché. Monsieur Lefebvre? Ici Maître Lemoine. Excusez-moi de vous déranger, c'est urgent. Oui, je vous écoute. Il a hésité une seconde, comme s'il cherchait ses mots. Je viens de recevoir une demande de certificat de propriété pour votre maison. La demande est faite au nom de votre épouse, seule. Silence. Je n'ai pas répondu tout de suite. Il a repris. La demande vient de la part de son frère, Monsieur Dufour, avec une procuration signée à votre nom. Vous étiez au courant? J'ai senti la tension dans ma nuque. J'ai demandé, le plus calmement possible. Vous pouvez m'envoyer une copie de cette procuration? Bien sûr. Mais je dois savoir si c'est bien vous qui l'avez signée. Non. Ce n'est pas moi. Il a marqué un temps, puis sa voix est devenue plus grave. Je vais faire opposition tout de suite. Je vous conseille de contacter votre avocat. Merci. J'ai raccroché. Je suis resté là, debout, le téléphone à la main. J'ai ouvert ma boîte mail. 2 minutes après, le scan de la procuration est arrivé. J'ai cliqué, j'ai lu. La signature ressemblait vaguement à la mienne, mais le trait était hésitant, trop arrondi. Le document portait une date qui correspondait au week-end où Aline et son frère étaient partis voir leur mère malade. Ils avaient tout préparé pendant leur soi-disant déplacement familial. J'ai appelé direct mon avocat, Maître Girard. J'ai un document à vous transférer. Ils essaient de transférer la propriété de la maison au nom d'Aline, seule.
Avec une procuration signée à mon nom. Envoyez-moi ça, je regarde tout de suite. J'ai transféré le mail. Je suis resté assis devant l'écran, sans bouger, pendant qu'il lisait. Il m'a rappelé 3 minutes plus tard. C'est manifestement une falsification. Je lance une procédure d'urgence au tribunal. D'ici là, la maison ne bouge pas. Vous avez bien fait de réagir. Je lui ai demandé ce qu'il fallait faire d'autre. Préparez tous les documents en votre possession, acte de propriété, relevé de compte, les messages éventuels. On va demander un gel de la situation. Et surtout, ne dites rien à votre épouse pour l'instant. Il faut qu'on comprenne jusqu'où il voulait aller. D'accord. J'ai raccroché. J'ai imprimé l'acte de propriété, ouvert un dossier, mis tous les papiers dedans. J'ai relu le SMS d'Aline, on rentre demain, bisous. Rien. Pas un mot sur la maison, sur quoi que ce soit. Je suis allé voir sur le site du cadastre, j'ai vérifié que rien n'avait bougé. Nom du propriétaire, Pascal Lefebvre et Aline Dufour, en indivision. Pas encore changé. Je me suis assis dans le salon, dossier sur les genoux. J'ai pensé à la scène, Aline, son frère, en train de planifier ça tranquillement pendant que je faisais les courses, préparais le dîner, leur filais les clés de la maison de campagne. Ils avaient tout prévu. S'ils avaient réussi à passer la vente, je me retrouvais dehors, sans rien. Même pas un coup de fil pour me demander. J'ai repensé à tous les petits détails, les factures qu'Aline ne voulait plus que je règle, les discussions à voix basse avec sa mère, la façon dont son frère m'évitait depuis 6 mois. Tout se raccordait. À 14 heures, mon avocat m'a envoyé un message, procédure enclenchée. Rien ne pourra être vendu ou transféré sans votre présence physique. J'ai répondu merci. Pas d'autre émotion, pas de colère. Juste la mécanique froide du dossier, des signatures, de la loi. J'ai rangé tout le dossier dans le coffre. J'ai verrouillé la porte. J'ai attendu leur retour, sans rien dire. J'étais sur le canapé, ordinateur sur les genoux, café froid à côté de moi. Les volets encore tirés. J'avais reçu la notification à 7h14, retour sur le territoire validé préfecture de Paris. Je savais qu'ils étaient dans le taxi, à 20 minutes de la maison. Aucune émotion particulière. J'ai juste fermé mon ordinateur, posé la tasse dans l'évier, puis j'ai attendu. Pas de musique, pas de télé. Le silence, juste la respiration du frigo et la rue en bas. À 7h42, j'ai entendu le bruit de la porte d'entrée, des roues de valise qui raclent les marches. D'abord la petite, qui râlait à cause de son sac trop lourd. Elle a ouvert la porte du salon, m'a vu assis, et s'est figée. Papa? J'ai juste hoché la tête. Aline est entrée 2 secondes après, la démarche raide. Son frère suivait, l'air fermé, tirant 2 grandes valises. Personne n'a parlé tout de suite. Je me suis levé lentement, j'ai fait le tour du canapé. Aline a dit, sans me regarder, on est rentré. J'ai répondu, oui, je vois. Elle a déposé ses clés sur la table, a pris la petite par la main, l'a envoyée dans sa chambre. Son frère est resté dans l'entrée, comme s'il attendait un signal. J'ai regardé Aline. Son visage était tiré, mais elle gardait la mâchoire serrée. On aurait dit une réunion de travail, pas une famille qui se retrouve. J'ai demandé, vous avez passé un bon séjour? Elle a haussé les épaules. Ça va. Silence. J'ai tourné la tête vers son frère. Il m'a évité du regard, il a fixé le mur à côté de moi. Aline a repris, un peu plus vite, on va se poser. On est fatigué. Je n'ai rien répondu. J'ai juste observé, les gestes, la façon dont elle évitait la moindre proximité. Elle a pris une valise, puis s'est dirigée vers la chambre. Son frère l'a suivie. Ils ont claqué la porte. J'ai entendu les fermetures éclairs, les vêtements qu'on jette sur le lit, la petite qui allume sa tablette. Je me suis rassis. J'ai ouvert mon carnet, noté lors de leur retour, l'attitude générale, la tension visible. C'était comme surveiller une expérience, rien de plus. J'ai vérifié sur mon téléphone, le mail de la préfecture était bien daté, tout concordait. J'ai rouvert la boîte mail d'Aline, rien de neuf, juste une offre de surclassement Air France, reçue la veille. Vers 8h10, Aline est revenue dans le salon. Elle s'est arrêtée à l'entrée, bras croisés. Tu comptes rester ici? J'ai dit, c'est chez moi aussi.
Elle a hoché la tête, bouche pincée. On va parler plus tard. J'ai répondu, comme tu veux. Elle a soupiré, et reparti. J'ai entendu la douche. Son frère est ressorti quelques minutes plus tard, a pris un yaourt dans le frigo, m'a lancé un regard bref. Tout va bien, qu'il a demandé. J'ai répondu, ça dépend de ce que tu appelles bien. Il n'a pas insisté. Il a mangé debout dans la cuisine, puis il est retourné dans la chambre. Je les ai entendus chuchoter, mais pas assez fort pour comprendre. La petite, elle, est descendue vers 8h30, m'a demandé si elle pouvait regarder la télé. J'ai dit oui. Elle s'est installée sur le tapis, les cheveux encore emmêlés. Aline n'est ressortie qu'à 9h. Elle était maquillée, habillée comme pour sortir, sac à main prêt. Elle a dit à sa fille, on va chez mamie tout à l'heure. Prépare tes affaires. La petite a râlé. Moi, je n'ai rien dit. Je me suis levé, j'ai pris ma veste. J'ai attrapé mes clés, je les ai posées sur la table en face d'Aline. J'ai besoin de récupérer certains papiers dans la chambre. Elle s'est écartée. J'ai pris un dossier dans la commode, sans fouiller. Je l'ai remerciée. Elle n'a rien répondu. Je suis ressorti, j'ai fermé la porte derrière moi. L'air dehors était froid. Je me suis appuyé contre le mur de l'immeuble. J'ai attendu 5 minutes avant de reprendre la route, sans me retourner. Ils arrivent un peu après 10h. Aline entre la première, les bras chargés de cartons. Derrière elle, son cousin, 2 sacs à la main. Ils font du bruit, posent tout dans le salon sans regarder autour. Je me lève du fauteuil, je reste près de la fenêtre. Ils parlent fort, font des plans. Le cousin rigole, on va tout remettre en ordre, hein Aline? On va même repeindre ce mur. Il désigne le mur du fond, celui que je n'ai jamais aimé. Aline ne répond pas, elle pose son sac, regarde autour, puis marche vers moi. Elle a cette façon de froncer les sourcils quand elle veut avoir le dessus. Il faut qu'on parle, François. Elle ne s'assied pas. Je la laisse attendre, je vais chercher le dossier posé sur la commode. Je reviens, je le pose sur la table basse. Il y a le courrier de l'avocat, les pièces jointes, les attestations. Je ne dis rien, je la regarde ouvrir le dossier. Le cousin s'approche, il prend une bouteille d'eau dans le sac, il s'assied sur le canapé, comme chez lui. Il commence à déballer un carton, en sort un cadre photo, le pose à côté de lui. Je vois la photo, eux deux, devant la maison, souriant, il y a 2 étés. Aline lit la première page, puis la deuxième. Elle ne touche pas au reste. Je m'assieds en face d'elle, mon téléphone dans la main, écran noir. J'appuie sur enregistrer. Elle relève la tête. C'est quoi ça? Sa voix est plus basse. Je reste calme. La maison n'est plus à vendre, Aline. Toutes les procurations que tu as signées sont invalidées. La justice est saisie. Je la regarde droit dans les yeux. Elle ne répond pas tout de suite. Ses doigts tremblent un peu. Je vois qu'elle cherche quoi dire, quoi nier. Le cousin rigole, il prend la parole avant elle. Tu dramatises, François. On est de la famille, on va trouver un terrain d'entente. Il se penche, prend un biscuit dans le bol posé sur la table. Il mord dedans, il sourit, mais il évite mon regard. Aline s'assied enfin. Elle garde le dossier fermé devant elle, ses yeux bougent vite, elle pince les lèvres. Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu vas tout compliquer pour rien. Elle regarde le cousin, puis moi. On voulait juste accélérer les choses, sa voix s'éteint. Je ne réponds pas. Je me contente de sourire, un sourire froid, presque absent. Ce n'est plus à vous de décider. C'est la police qui s'en charge maintenant. Je pose mon téléphone sur la table, écran vers le haut, toujours en train d'enregistrer. Un silence s'installe. Le cousin pose son biscuit, il regarde Aline, puis moi. François, tu ne vas pas faire ça. C'est une histoire de papier, c'est tout. Il se lève, fait 2 pas vers la fenêtre, regarde dehors, puis vers moi. On peut s'arranger, tu veux quoi? L'argent? Plus de temps? Je ne bouge pas, je veux juste que tout soit régulier. C'est tout. Aline se lève à son tour, elle ramasse le dossier, le feuillette sans le lire. Pourquoi tu fais ça maintenant? Tu as toujours laissé courir. Tu ne m'as jamais rien dit. Elle hausse la voix. Tu aurais pu en parler avant.
Je la regarde. J'avais besoin de preuves. Maintenant, j'en ai assez. Elle pose le dossier, elle souffle, elle regarde ses mains. Le cousin s'approche d'elle, pose une main sur son épaule, il murmure « On va trouver une solution, calme-toi ». Mais elle ne le regarde pas. Je me lève, je récupère mon téléphone, je vérifie que l'enregistrement fonctionne. Je vais tout transmettre à mon avocat. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le maintenant. Ils ne répondent pas. Ils rassemblent leurs affaires, lentement, sans bruit. Le cousin ramasse le cadre photo, le met dans son sac. Aline reste debout, sans bouger, les yeux dans le vide. Ils sortent du salon, sans un mot. J'entends la porte d'entrée claquer. Je reste seul. J'arrête l'enregistrement, je le sauvegarde. Je regarde la table, le dossier encore ouvert, les papiers étalés. Je range tout dans la chemise, je la ferme soigneusement. Je m'assois, je respire. Il n'y a plus de bruit. L'information circule vite dans ce genre de village. Je m'en rends compte le lendemain matin, quand je sors acheter du pain. Deux voisins discutent devant la boulangerie, baissent la voix quand ils me voient passer. Je ne dis rien, je rentre chez moi, le sac à la main. Le téléphone vibre déjà, 4 messages de la cousine d'Aline, un de son oncle. Je les ouvre sans les lire, juste pour marquer comme lus. À 11h, on frappe à la porte. Un homme en costume sombre, accompagné de 2 policiers. Il sort son badge, se présente, Maître Lefort, huissier de justice. Derrière lui, Aline, sa mère et son frère attendent sur le trottoir, valise prête, la tête basse. L'huissier regarde la maison, vérifie l'adresse sur ses papiers, puis me tend un document. Je suis mandaté pour constater l'occupation illicite du bien. Vous permettez que nous entrions? Je recule, le laisse passer. Les policiers restent à l'entrée. Aline me lance un regard, cherche une réaction. Je reste face au mur, bras croisés. L'huissier fait le tour du salon, prend des photos. Il note la présence des affaires d'Aline et de sa famille, la disposition des pièces, la liste des meubles. Il me regarde, vous confirmez que ces personnes n'ont plus de droit d'occuper les lieux. Je réponds, tout est écrit dans le jugement. Il hoche la tête, remplit ses papiers. Aline s'approche, tente de chuchoter, on peut parler, juste 2 minutes. Je la regarde sans bouger. Elle insiste, baisse la voix davantage, il faut qu'on explique à maman, ce n'est pas ce que tu crois, sa mère essuie ses yeux, son frère ramasse un sac, évite mon regard. Je reste muet, le dos droit. L'huissier relève la tête, je vais vous demander de quitter les lieux sous 15 minutes. Si vous avez besoin d'aide pour transporter vos affaires, les agents sont là. Il s'adresse à moi, vous souhaitez rester ou préférez sortir? Je réponds, je reste. La mère d'Aline craque en silence. Son frère sort le premier, traînant une valise sur le gravier. Aline pose la main sur la rampe, hésite, puis se tourne vers moi, tu vas regretter, tu verras. Sa voix tremble, mais je ne réponds pas. Elle descend l'escalier, rejoint sa famille sur le trottoir. Les voisins observent depuis leurs fenêtres, rideaux entrouverts, personne ne parle. Les policiers attendent, bras croisés. L'huissier descend les marches, note l'heure sur son carnet. Il me tend un double du document, procédure respectée. Vous pouvez changer les serrures si besoin. Je récupère les papiers, referme la porte derrière moi, sans un mot. Le téléphone recommence à vibrer. Cette fois, ce sont des messages du frère d'Aline, tu pouvais pas faire ça. C'est notre maison aussi. Puis la mère, on avait tout construit ensemble, pourquoi tu fais ça? Je lis chaque message, je réponds par un simple reçu ou je laisse l'accusé de réception. Aucun mot de plus. Je jette un œil par la fenêtre. Toute la famille d'Aline attend sur le trottoir, les valises alignées, personne ne parle. Le frère s'éloigne le premier, suivi de la mère. Aline reste un moment, regarde la façade, puis s'éloigne sans se retourner. Les voisins referment leurs volets, la rue redevient silencieuse. Je fais le tour de la maison. Les vêtements d'Aline sont encore dans le placard, le savon dans la salle de bain, la tasse de café sur la table. Je ramasse les affaires une par une, les pose dans un carton. Je laisse le carton dans l'entrée. Le téléphone continue de vibrer. Je le mets en mode silencieux, range le carton dans le débarras. Je m'assieds dans le salon, les papiers de l'huissier sur la table. Je regarde l'heure. 15 minutes.
La maison est vide, le silence s'installe. 3 jours après l'audience, je trouve un avis de passage dans la boîte aux lettres. Recommandé. Je vais le chercher à la poste. Sur l'enveloppe, le nom de la mère d'Aline, l'écriture soignée, presque cérémonieuse. Je rentre, je pose la lettre sur la table. Je la regarde un moment, puis je l'ouvre, calmement, sans me presser. C'est un courrier de 3 pages. L'intitulé est clair, demande de reconnaissance de participation morale et financière à l'entretien du bien immobilier 6A, suit l'adresse de la maison. Je lis chaque phrase. Elle écrit qu'elle est intervenue à plusieurs reprises pour soutenir sa fille dans les moments difficiles, qu'elle a conseillé, accompagné, encouragé, qu'elle a participé moralement à la bonne tenue du foyer, et qu'il serait juste qu'elle obtienne une compensation. Elle estime sa part à 20% de la valeur du bien. Elle joint une attestation sur l'honneur et quelques factures anodines, un achat de rideaux, un paiement de courses pour un week-end où ils étaient venus. Je relis, 2 fois. Je pose le courrier à côté du café. Je prends mon téléphone, je scanne chaque page. J'ouvre mon mail, je transfère tout à mon avocat, en objet, nouveau développement. Je n'ajoute rien. Il me rappelle dans l'heure. Sa voix est posée, mais je l'entends sourire. On ne manque pas d'audace, dans cette famille. Elle réclame 20%, je réponds. Ils n'ont plus rien à perdre, il dit. On va ajouter ça au dossier. Tu as gardé la procuration et les mets pour la tentative de vente? Tout est archivé, je dis. Parfait. On joint ça, on laisse le juge apprécier. Je raccroche. J'ouvre le dossier partagé, je glisse la lettre scannée, la procuration signée par Aline, les échanges de mails où elles évoquent la vente de la maison sans mon accord. Je range tout, je ferme l'ordinateur. Pas de colère. Juste une suite logique. Une semaine passe, puis 2. Un matin, l'avocat m'appelle. Le juge a tranché, il dit. J'attends. La maison est entièrement à toi. 0 partage. La tentative de vente frauduleuse a pesé lourd. La demande de la mère est rejetée. Elle n'a aucun droit, ni moral, ni financier. Je ne réponds pas tout de suite. Je regarde par la fenêtre, la lumière sur le jardin. Merci, je dis. Tu es tranquille maintenant. Ils ne peuvent plus rien tenter, il ajoute. Ça me va. Je raccroche. Je range mon téléphone. Je descends au salon, j'ouvre les volets. Le jardin est calme, tout est à sa place. Je prends la lettre de la mère, je la range dans un dossier. Je relis la décision du tribunal, la propriété du bien est entière et exclusive au demandeur. C'est écrit noir sur blanc. Je pose la feuille sur la table. Plus rien à discuter. Je reçois un dernier mail d'Aline, 3 phrases sèches. Je trouve ça injuste. Ma mère a tout fait pour cette maison. Tu n'as rien compris. Pas de réponse de ma part. Rien à ajouter. Je ferme la messagerie. Je m'assois dans la cuisine. Je laisse tourner la cafetière. Je repense à la première visite de la mère, aux conseils, aux petites remarques sur la décoration, aux courses du dimanche matin. Je revois la scène où elle parlait à voix basse dans le couloir, les regards échangés, la procuration signée à l'arrière de la maison. Tout est rangé, chronologique. La justice a tranché. Je n'ai rien forcé, rien précipité. Je sors dans le jardin. Il fait frais. Je regarde la maison, les volets bleus, les murs clairs. À présent, tout est réglé. Les papiers sont signés, les comptes sont clos. Plus personne ne peut rien exiger, ni réclamer. Je ferme la porte, je monte l'escalier. Je dors, sans bruit. Je me suis levé tôt ce matin-là. Je n'ai pas pris de petit déjeuner. Je me suis contenté d'un café, bu debout dans la cuisine en regardant la lumière passer sous la porte d'entrée. Tout était silencieux. Je suis resté immobile un moment, à fixer la clé posée sur la table. J'ai appelé le serrurier à 8 heures tapantes. Il est arrivé une demi-heure plus tard, une valise à la main, l'air neutre. C'est pour un remplacement complet? J'ai acquiescé. Oui. Nouvelle serrure, nouveau jeu de clés. Uniquement à mon nom. Il n'a rien demandé d'autre. Il a sorti ses outils, commencé à démonter l'ancienne serrure. Les cliquetis du métal ont résonné dans l'entrée. Pendant qu'il travaillait, j'ai pris mon ordinateur, ouvert le dossier notarial.
J'ai vérifié une dernière fois que tous les documents étaient bien en mon nom. Copropriété, facture, assurance, dossier EDF. J'ai tout centralisé, transféré les contrats sur mes coordonnées. Aline avait encore laissé son mail sur certains comptes. Je l'ai effacé, remplacé par le mien, ligne après ligne. Aucune hésitation. Le serrurier a fini, m'a tendu 3 clés. Elles sont numérotées. Il y en a pas d'autres, c'est vous seul. J'ai payé, il est parti. J'ai fermé la porte à double tour, pour la première fois depuis des mois, sans me demander si quelqu'un allait rentrer derrière moi. J'ai commencé à vider la maison. Les affaires d'Aline étaient déjà parties, mais il restait des cartons de sa famille. De vieux vêtements, des bibelots, des albums photos, des papiers administratifs rangés dans un tiroir du salon. J'ai sorti tout ce qui ne m'appartenait pas, méthodiquement, sans pause. J'ai préparé le tout dans des sacs solides, noté l'inventaire sur une feuille. Je n'ai pas ouvert les albums. Je n'ai pas lu les papiers. Je ne voulais rien savoir de plus. J'ai loué un box dans un garde-meuble à la périphérie. J'y ai tout déposé, verrouillé, gardé la preuve du dépôt. J'ai envoyé un mail bref à sa mère, vos affaires sont en sécurité au garde-meuble X, box numéro I. À retirer sous 3 mois. J'ai pris mon téléphone, ouvert la liste des contacts. J'ai bloqué tous les numéros liés à Aline, elle, sa mère, sa sœur, son cousin. Plus de messages, plus d'appels. J'ai supprimé l'historique de nos échanges, vidé les conversations. J'ai ouvert mes réseaux sociaux, coupé les liens restants, retiré les accès partagés. Pas de mots, pas d'explications. Juste la fermeture, nette. Je me suis assis dans le salon vide. Le bruit du frigo couvrait à peine le vide dans la pièce. J'ai regardé autour de moi, plus de photos, plus de traces d'eux. J'ai pensé à tout ce qui avait mené à ce point. Pas de cris, pas d'éclats, uniquement des faits, des courriels envoyés, des clés changées, des dossiers déplacés. J'ai vérifié une dernière fois la boîte mail, rien de nouveau. J'ai fermé l'ordinateur. Plus tard, j'ai sorti les poubelles, nettoyé les sols, ouvert les fenêtres pour faire partir l'air qui stagnait. J'ai rangé les outils du serrurier, les papiers du garde-meuble, les contrats. J'ai pris une douche, me suis rhabillé. J'ai préparé un café, assis à la table de la cuisine, seul face à la fenêtre. Je n'ai pas ressenti de soulagement, ni de colère. Juste un silence, dense, précis. Le téléphone a vibré une fois. Un numéro inconnu. J'ai laissé sonner, posé l'appareil à l'envers. Je n'ai pas répondu. Rien ne m'obligeait à rouvrir cette porte, ni aujourd'hui, ni plus tard. Les ponts étaient coupés. Tout était rangé, à sa place. Aucun mot n'avait dépassé. J'ai attendu que la logique fasse ce qu'elle devait faire. Le jugement est tombé un jeudi matin. Je n'ai pas assisté à l'audience, c'est mon avocat qui m'a appelé vers 11h. Divorce pour faute, sans appel possible de leur part. La maison reste à mon nom, tout le mobilier aussi. Aline n'a droit à rien, ni pension ni partage. Les preuves que j'avais réunies, les messages, les virements, les photos, tout a suffi. Aucun cri, aucun scandale, juste des signatures et des dossiers remis en main propre. Mon avocat m'a dit que c'était rare, une décision aussi nette, aussi rapide. Aline et son amant ont quitté la ville 2 semaines après le jugement. J'ai vu le camion de déménagement arriver à l'aube, 3 types qui vidaient leurs affaires, sans bruit. Elle n'a pas cherché à me parler. Elle ne m'a rien laissé, pas même un mot. J'ai appris par un ami commun qu'ils sont partis à Madrid, chez la sœur de l'amant. Ils n'avaient plus rien ici, ni argent, ni réseau, ni réputation. Les frais d'avocat, les dettes qu'ils avaient contractées en douce, tout leur est tombé dessus d'un coup. Sa famille non plus ne s'est plus manifestée. Plus de messages, plus d'invitations. Ils savent ce qu'ils ont perdu. Le silence est total. Le quartier a compris aussi, personne ne pose de questions, personne ne prend parti. Je n'ai rien eu à expliquer. Je continue à aller au travail, à rentrer le soir dans une maison qui m'appartient à nouveau. Tout est resté en place, comme si rien n'avait bougé sauf leur absence, qui rend tout plus simple. Je dors mieux. Je ne regarde plus mon téléphone la nuit. La justice n'a pas de visage, mais elle a fait le nécessaire. Quelques mois ont passé. La maison est silencieuse, presque vide, mais je m'y suis habitué. Je me lève tôt, je bois mon café sans bruit,
je pars au travail avant le lever du soleil. Mes journées sont plus longues, plus nettes. Je consacre plus d'heures à l'agence, parfois je m'arrête pour déjeuner avec des collègues, chose que je ne faisais jamais avant. J'ai retrouvé certains amis que j'avais négligés. On se voit autour d'un verre, on parle peu de ce qui s'est passé. Ils savent, ils n'insistent pas. Aline a laissé quelques affaires, rangées dans un carton que j'ai mis dans le garage. Je n'y touche pas. De temps en temps, je reçois un courrier à son nom, ou une enveloppe qu'elle m'adresse. Je ne les ouvre pas. Je les pose dans une boîte, sur l'étagère de l'entrée. Ça s'accumule, mais je n'y pense pas. Je n'attends rien d'elle, elle n'attend plus rien de moi. Il n'y a pas de colère, ni de tristesse, juste une distance devenue naturelle. Je mange seul, je fais les courses seul. Le soir, la télévision tourne en fond, mais je ne l'écoute pas vraiment. Je lis un peu, je m'endors vite. Le week-end, je vais marcher, je passe parfois chez ma mère. Elle pose des questions, je réponds sans détail. Pour elle aussi, le calme est revenu. Je n'ai rien gagné, rien perdu. J'ai juste repris ma vie, à ma façon. Le silence est devenu une habitude, presque un luxe. Personne ne crie, personne ne ment. C'est suffisant. Voilà comment j'ai compris que parfois, il faut accepter de perdre pour ne pas tout sacrifier. La question du pardon se pose-t-elle vraiment quand la trahison est aussi totale, aussi méthodique? Est-ce qu'on peut revenir en arrière, ou est-ce qu'on doit juste fermer la porte, avancer, et ne plus regarder derrière? Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix en gardant le silence, en refusant de crier ou de me venger bruyamment. Peut-être que certains auraient voulu une grande confrontation, une explication face à face, des cris, ou même de la violence. Moi, j'ai préféré la froideur, la logique, l'épreuve, la discrétion. Auriez-vous agi avec la même retenue, ou auriez-vous tout explosé? Dans cette histoire, le vrai choix n'était pas de sauver mon couple, mais de défendre ma dignité et mon héritage, sans compromis. Si cette histoire vous a marqué, pensez à liker et à partager la vidéo. Et si vous aimez ce genre de récit, abonnez-vous, ça aide beaucoup la chaîne. À votre avis, ai-je eu raison de réagir ainsi, sans colère, mais sans pitié? Je suis curieux de lire vos avis.